Bonjour et bienvenue dans Entre nous, ce nouveau rendez-vous de Pourquoi Docteur qui nous permet, à travers un échange très personnel, de mieux connaître les femmes et les hommes qui travaillent pour l'industrie du médicament. Nous recevons aujourd'hui le directeur de la communication externe du laboratoire Pfizer en France, Jérôme Dévé. Vous êtes notre invité. Merci d'avoir répondu à cette proposition d'échange. Merci de votre invitation, Thierry. Je suis ravi d'être là. Je vais vous demander quand même, parce que c'est important de poser le cadre, de nous rappeler un peu brièvement ce que sont vos missions professionnelles. En quoi elles consistent? En tant que directeur de la communication externe pour Pfizer en France, ma mission, c'est vraiment de protéger et de développer la réputation du laboratoire en France. Et ça, sur tous les sujets qui nous concernent, que ce soit les sujets plus spécifiques de nos aires thérapeutiques d'intérêt, mais de notre contribution à la société au sens large. Alors, quand on dit qu'on est directeur de la communication, ça peut parfois revêtir différents aspects. Quand on vous demande ce que vous faites dans la vie, de manière très concise et très précise, vous répondez quoi? Je dis assez simplement que le laboratoire, une entreprise en communication, on peut faire l'analogie avec une personne. Une personne, elle va s'exprimer dans différentes situations, par le langage, par l'écrit, par ses performances dans certaines situations. Et donc, en entreprise, mon job et le job de mes équipes, c'est vraiment d'organiser cette communication sur tous les canaux qui sont les nôtres, que ce soit des canaux numériques, que ce soit les événements en présentiel, les événements physiques, que ce soit notre présence sur l'Internet, mais aussi nos prises de parole dans les médias. Et la parole des enfants, elle est souvent très exigeante. Quand vos enfants, vous avez des enfants? Oui, 3 enfants. Ouais. Alors quand vos enfants vous demandent, quand on demande à vos enfants qu'est-ce que ton papa fait dans la vie, ils répondent quoi? Qu'est-ce que vous leur avez raconté pour qu'ils puissent répondre à cette question? Papa et ses équipes, parce que c'est vraiment un travail éminemment collectif dans l'entreprise, aident vraiment à organiser cette communication, la voix du laboratoire vis-à-vis de ses parties prenantes, donc de tous ses interlocuteurs avec lesquels il interagit. Voilà. Alors, on va revenir dans le courant de cet échange sur votre parcours, mais une des questions que j'ai envie de vous poser un peu en priorité, c'est est-ce que ce métier correspond à vos rêves d'enfant? Pas du tout. Pas du tout. Alors, si je reviens à mes rêves d'enfant, j'avais l'ambition de devenir archéologue, tout simplement. Et c'est resté avec moi pendant très longtemps. Et donc, c'est parce que le métier d'archéologue me trouvait particulièrement stimulant intellectuellement. Il y a un côté découverte, un peu chasse au trésor, retracer notre histoire. Et donc longtemps, ça a été mon ambition. Donc l'envie de devenir un communicant est venue plus tardivement, mais finalement assez tôt quand même. Et justement, en dehors de cette idée de devenir un jour archéologue, est-ce que vous aviez des passions d'enfant? J'étais passionné comme tout petit garçon de tout un tas de choses. J'étais une personnalité, et je crois que je le suis toujours, éminemment curieuse. Donc j'étais quelqu'un qui posait beaucoup de questions et qui pouvait excéder ses interlocuteurs par mon insistance à poser des questions sur un peu tout et rien. Mais j'étais une personnalité, un enfant curieux, aventureux et éminemment manuel. Donc moi, j'étais quelqu'un qui aimait travailler de mes mains, réaliser des choses, inventer des mondes, et aussi avec déjà assez tôt un intérêt pour l'écriture. Vos jeux favoris, c'était quoi? De jouer à la petite voiture, de faire le cow-boy Il y a eu un petit peu de, il y a eu un peu de tout ça. C'était aussi la découverte, la balade dans la nature, beaucoup. Passer du temps avec mes amis, faire du roller, jouer au basket, rien de très extraordinaire, mais toujours dans un groupe avec des amis. Ouais. Archéologue, aventurier, votre héros, votre modèle, c'était qui? Indiana Jones? Non, j'ai envie de vous citer Ernest Shackleton. Ceux qui ne connaissent pas Ernest Shackleton, c'était un Néerlandais, aventurier, explorateur de l'Antarctique, qui a marqué le début du siècle dernier. Tout à fait.
La conquête des pôles. C'est ça, c'est ça. L'Antarctique, lui, en particulier. Et pour en revenir à votre activité actuelle, enfin le lien avec votre activité actuelle, votre premier contact avec le médicament, c'était quoi? C'était comment? Alors, le premier contact, c'était probablement vers l'âge de 7-8 ans. Ma grand-mère, diabétique de type gras, divers problèmes cardiovasculaires. Et donc, elle devait se tenir à un relevé de glycémie quotidien et la prise de médicaments aussi quotidien. Et c'était quelqu'un qui n'était pas du tout discipliné. Et donc, c'était constitué autour d'elle un groupe dont la responsabilité, c'était de lui rappeler vraiment la prise de médicaments, sa glycémie. Donc, c'était une tâche que j'avais à cœur de réaliser avec beaucoup d'exactitude. Et donc là, ça a été vraiment le premier moment, le contact avec le médicament. Ouais. Donc quelque chose de sérieux et quelque chose qui méritait toute l'attention. Absolument, absolument. Il ne fallait pas rigoler avec ça. Tout à fait, ouais. Au moment de choisir votre orientation, vous avez, si j'en crois votre CV, vous avez fait des études de gestion, de marketing. Ouais. C'était pourquoi et c'était dans quel objectif? À l'époque, je vais être très franc avec vous, je n'avais pas d'autre objectif que de pouvoir rentrer dans la vie active le plus rapidement possible et de réaliser le maximum de mes potentialités de l'époque. Donc, je n'avais pas un dessin particulier à l'époque. Vos potentialités de l'époque, vous les qualifieriez comment? Écoutez, je pense que tous, on est dans un certain milieu, on nous donne des chances, et donc moi, j'avais à cœur de réaliser mon plein potentiel. On ne part pas tous avec les mêmes moyens, pas le même soutien familial. Donc j'avais vraiment à cœur de réaliser ce potentiel dans l'environnement qui était le mien. Donc ces études de gestion, de business, c'était une filière sélective. Donc j'ai beaucoup travaillé pour y rentrer. J'étais très, très content d'y être. Mais je ne dirais pas que c'était une ambition assumée de longue date. La grande leçon que vous retenez justement de ce parcours de formation, c'est quoi? C'est de vous donner une grande capacité de réflexion, de travail? C'est plus simple que ça. 2 points. Que le travail paye. Même en cas d'échec, il y a toujours des leçons à en tirer. Et la deuxième, c'est que on est toujours entouré de gens qui sont éminemment plus brillants, plus performants que vous. Et que, en fait, j'ai toujours eu à cœur de me rapprocher de ces gens-là parce que vous apprenez énormément. Donc, c'est vraiment les 2 choses que j'ai réalisées pendant mes études. C'est la valeur du travail, réellement, et l'excellence de certaines personnes qui sont des sources d'inspiration. Alors, dans le cadre de vos études ou dans le cadre de vos loisirs ou de vos activités de l'époque, quelle est l'anecdote qui vous revient le plus facilement? À quelle époque, alors, Thierry? Au moment de vos études. Au moment de mes études. Est-ce que j'ai des anecdotes vraiment frappantes? J'en ai un peu plus jeune. Je ne sais pas si j'ai une anecdote vraiment croustillante à partager avec vous. Peut-être, si vous m'autorisez à m'exprimer sur une période plus lointaine. Là, les événements de la vie m'ont mené dans des situations tout à fait intéressantes. Est-ce que vous souhaitez vous pouvez m'en dire un peu plus? Que j'explore? Non, mais j'ai eu la chance de pouvoir vivre à l'étranger pendant un total de plus de une dizaine d'années sur les 20 premières années de ma vie. Et j'étais en République populaire de Chine en 89 pendant les événements de Tiananmen Square. Donc, c'est pas vraiment une anecdote, c'est un événement marquant. Mais je ne sais pas si vous vous rappelez, les événements se sont déroulés entre le 15 avril et, je crois, le tout début juin. Avec une image qui a marqué le monde entier de cet homme tout seul pour empêcher un char d'avancer pour la répression sur la place Tiananmen. Ouais, une personnalité absolument remarquable et très inspirante. Et d'avoir été au premier poste, je me rappelle vraiment, à la sortie du complexe dans lequel on habitait, étaient stationnés pendant de longues semaines les tanks de l'armée populaire de Chine qui avaient été ramenés des lointaines provinces et qui étaient en interaction très joyeuse avec la population. Et ça a duré comme ça pendant plusieurs semaines jusqu'à aux événements dramatiques de début juin.
Et alors, si j'en crois votre CV, tout ça vous a amené dans des métiers qui ont rapport avec la science, mais aussi en fait avec un peu la qualité de la vie, et puis finalement avec la santé. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu les grandes étapes de votre parcours professionnel cette fois? Oui. Écoutez Thierry, il y a 2 points, deux éléments dans mon parcours professionnel. Une première moitié vraiment marketing-communication et une deuxième pure communication. Le liant, c'est vraiment un contenu science et technologique très fort. J'ai travaillé pour des sociétés industrielles, d'abord des grosses ETI, très tournées vers l'international, qui développaient des technologies de mesure pour la qualité de l'air, les émissions industrielles, puis pour des produits de laboratoire. Et en 2007, j'ai rejoint le monde de la multinationale, en fait, avec d'abord General Electric Healthcare, puis Siemens Healthineers en Allemagne. Tout ça déjà un peu en relation avec la santé. Oui, alors le début, enfin, le monde des sciences de la vie, d'abord dès 2005, et celui de la santé par le biais de l'équipement, de l'imagerie médicale avec General Electric. Donc une grosse partie imagerie pendant 7 ans. Un volet pharmacie, réseau de pharmacie, avec la maison, la holding des pharmacies Boots, qui sont très connues en Angleterre, et Walgreens aux US, qui s'appelle Walgreens Boots Alliance, pour qui j'ai travaillé pendant 4 ans. Donc avec un certain nombre de missions à l'étranger, qu'est-ce que le fait justement de travailler dans différents pays vous a apporté comme expérience, ou qu'est-ce que vous en retenez? Déjà, c'était un choix délibéré. Vous me demandiez qui j'étais petit. J'ai toujours eu un penchant et un appétit pour l'aventure, la découverte, et donc de travailler à l'étranger, au contact de cultures, de façons d'opérer différentes. C'est toujours quelque chose que moi-même j'ai recherché. Et je me suis toujours épanoui dans ces environnements très internationaux, multiculturels. J'ai toujours recherché ça. Qu'est-ce que ça vous a apporté, par exemple, de manière très concrète? Vous parlez combien de langues? Je ne parle que l'anglais, le français, un petit peu d'allemand, et je baragouine le chinois. Bon, avec tout ça, on fait presque le tour du monde, il vous manque juste l'espagnol. Suffisamment le chinois pour pouvoir voyager, pour avoir pu voyager assez intensément dans à peu près toutes les provinces de Chine, pendant les 7 années que j'y ai passées. Alors, dans ce monde du travail, où que ce soit, qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce qui vous ennuie? Qu'est-ce qui vous agace? Alors, ce qui me passionne, c'est notre industrie, déjà. Si je prends celle du médicament aujourd'hui, je trouve que c'est une industrie absolument formidable, avec au cœur de son activité une science qui est bouillonnante, qui est en ébullition, un impact des technologies numériques qui est très fort, qui est en train de transformer le cycle de développement et la vitesse et le champ des possibles pour trouver des thérapies de demain. Donc c'est vraiment la matière première, moi, de cette industrie et de la science qui me passionne au quotidien. Donc c'est pas le métier de communicant, je le vois vraiment que appliqué dans des industries, des activités pour lesquelles j'ai une affection personnelle. Et ce contenu technologique et scientifique très fort, c'est ce qui me passionne vraiment au quotidien, l'exploration de ces sujets. Alors, il y a quelque chose qui est très à la mode, c'est de dire que c'est la quête de sens. Oui. Plus précisément, comment, à travers votre personnalité, à travers vos traits de caractère, à travers votre vie personnelle, quel est le sens que vous donnez et que j'espère pour vous, vous trouvez dans vos missions professionnelles? Quand on travaille dans un laboratoire, quand on dit le patient est au cœur de nos enjeux, c'est le vécu. En tout cas, c'est mon vécu. De l'externe, certains détracteurs pourront voir peut-être les choses différemment, mais vécu de l'interne, c'est vraiment une préoccupation absolument majeure. Ça, c'est la première chose. Excusez-moi, je vous interromps sur ce point parce que c'est important. Cette relation avec le patient, comment elle se passe très concrètement dans votre activité actuelle, par exemple? Est-ce que vous avez des relations avec les associations de patients? Est-ce que vous voyez des patients qui sont susceptibles d'être traités à travers les produits de votre... Alors moi, pas directement, mais je suis au contact de plusieurs équipes dont c'est le métier et dont c'est la mission. Donc indirectement, oui. Et donc, le sens que je trouve dans mon activité, de développer des thérapies, des traitements pour prolonger
ou améliorer la vie des patients, quand on vient zoomer sur les situations individuelles, c'est là où ça prend vraiment tout son sens. Et pour moi, c'est un carburant et une motivation absolument essentielle que le sens de la mission première de mon laboratoire et de tous les autres, je pense. Vous évoquiez tout à l'heure votre goût pour l'exploration, qui aurait pu vous amener à être un archéologue. Dans les métiers que vous faites et dans les entreprises pour lesquelles vous avez travaillé, la recherche, qui est une forme d'exploration, est aussi très présente. Quel est votre regard justement sur ce qui se fait en matière de recherche dans l'industrie du médicament? Alors, ce qui s'est passé ces dernières années, en tout cas aujourd'hui, on peut dire que aucun laboratoire n'a le monopole de la science innovante. Je pourrais vous citer, je crois que c'est des chiffres américains qui ont été publiés dans une étude de Nature. Près de la moitié des molécules qui ont été développées, je crois que la date précise, ça devait être 2019, sont issues de sociétés de biotechnologie. Donc on voit que la science contemporaine aujourd'hui, elle émerge dans tout un tas de foyers d'innovation dans le monde, y compris et particulièrement en France, sur plusieurs aires thérapeutiques. Et donc c'est un environnement qui est éminemment en transformation et en accélération avec l'impact des nouvelles technologies. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, les laboratoires s'expriment beaucoup sur ce sujet, mais ça offre des perspectives d'aller chercher de nouveaux traitements qui n'étaient pas envisageables avant. Donc moi, cette chance, je la trouve absolument passionnante. Est-ce que vous avez des contacts avec ces chercheurs? Est-ce que vous allez les questionner sur le fond de leur travail? Alors j'aimerais avoir des contacts directs. Mes contacts sont par l'entremise de parties tierces aujourd'hui, mais je ne doute pas que dans le futur, je pourrais avoir des contacts beaucoup plus directs. C'est une matière qui est assez complexe à appréhender aussi pour un communicant. Et donc le prérequis, c'est vraiment, je pense, la curiosité et l'appétit pour le sujet. Je pense qu'on ne peut pas bien communiquer si on n'a pas une bonne compréhension des sujets, déjà vraiment à la base un intérêt pour la matière. Alors, à vous entendre parler avec passion de votre métier, on ne peut pas s'empêcher de penser que cette industrie pharmaceutique, elle a parfois l'image d'une industrie qui cherche, avant toute autre chose, le profit. Vous comprenez ce regard que certains portent sur cet univers? Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je le comprends. Après, tout dépend de quel point de vue vous placez. Il y a une perspective européenne, une industrie, enfin un système de santé qui est régulé, et vous avez une perspective anglo-saxonne, américaine, où le marché est totalement privatisé. Donc c'est difficile de vous donner une réponse qui soit noire ou blanche en fonction de là où vous vous trouvez. Ce qui est certain, c'est que les entreprises du médicament sont des entreprises. Que de développer des médicaments, ça représente des investissements extrêmement lourds et importants. Et donc la dimension financière est éminemment présente dans le développement, dans les enjeux de développement des thérapies d'aujourd'hui et de demain. Dans les missions que vous avez exercées, qu'elles soient récentes ou un peu moins récentes, ça a généré un certain nombre, j'imagine, de réalisations qui ne dépendent que de vous. Quelles sont celles dont vous seriez le plus fier? Ou quelle est celle dont vous seriez le plus fier? Alors, je ne suis pas quelqu'un qui réagit en termes de fierté. Pour être très... C'est pas une émotion qui m'anime. C'est plus des moments de joie, et c'est vraiment des moments de joie qui sont collectifs. Donc jamais dans mon métier, je ne peux vraiment m'attribuer le succès d'une mission. C'est toujours un effort collectif, éminemment collectif dans l'industrie du médicament et chez Pfizer. Et donc moi, ce qui me rend joyeux, c'est d'avoir des collaborateurs qui sont épanouis, qui aiment ce qu'ils font et qui sont toujours entreprenants et innovants. C'est ça vraiment qui me rend content et heureux au quotidien. Vous savez, une passion, un hobby en lien avec votre métier ou pas forcément, qui vous permet de vous ressourcer, de vous retrouver vous-même
sur un plan très personnel? Oui, moi, le sujet le plus profond qui m'anime au quotidien, c'est celui de la mort et de l'après-mort. Ma fille aînée est décédée il y a 2 ans, à l'âge de 18 ans. Et donc, il y a eu vraiment un avant et un après, comme vous pouvez l'imaginer. Et j'ai démarré à partir, à ce moment-là, vraiment une quête de sens. Et étant une personnalité curieuse, je m'intéresse à la mort et l'après. Et donc ça vous conduit sur des chemins qui sont des chemins de science. Il y a beaucoup de sujets qui sont traités sous un angle très scientifique et aussi spirituel. Et certains auteurs, penseurs qui font la synthèse en fait de ces 2 aspects-là. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me passionne, qui m'anime, qui me questionne absolument au quotidien. C'est le sujet de mes lectures, des podcasts que je peux écouter. C'est mon sujet d'intérêt pour encore très longtemps. Quelque chose d'un peu plus physique, une activité sportive, une manière de vous détendre physiquement? Absolument. J'habite Londres. Et donc, si vous êtes amateur de roller skating, tous les vendredis soirs, je vous donne rendez-vous à Wellington Arch. Donc ça, c'est la balade. C'est une balade de 2 heures. On va couvrir 13 ou 14 miles à l'intérieur de Londres sur des itinéraires qui varient d'une semaine à l'autre. Et la taille du groupe aussi varie en fonction du temps et de la saison. Mais on peut être entre 50 et 100 à faire cette balade à haute vitesse dans les ruelles de Londres. Et ça, j'adore ça. Ça a été très en vogue à Paris il y a quelques années, mais je crois que c'est en cours. Et vous savez que le London Skate a démarré sur la base de l'inspiration française. De la ronde roller. La ronde roller du vendredi à Paris, elle existe depuis une éternité, plusieurs dizaines d'années, alors que celle de Londres existe que depuis une quinzaine d'années, je crois. Si vous en aviez le pouvoir, vous changeriez quoi aujourd'hui dans votre vie ? Si j'avais le pouvoir de changer quelque chose, de revenir en arrière, vous voulez dire ? De changer. Écoutez, j'aimerais, puisqu'on parle de santé, vous me parliez de modèle tout à l'heure, j'aurais souhaité être chirurgien. Donc si vous pouvez changer quelque chose, j'aimerais être demain un chirurgien, parce que j'ai toujours eu une admiration particulière pour la discipline qui allie de la haute technologie, une dextérité vraiment très, très pointue, une mission où on sauve des vies, où on améliore des vies. Et donc je trouve le métier absolument passionnant. Pour finir, je vais vous poser quelques petites questions assez banales, mais qui en disent parfois beaucoup sur une personnalité. Votre musique préférée, c'est quoi ? Le reggae. Pour quelle raison ? C'est le rythme, c'est ce que ça vous amène à rêver en termes d'exotisme ? C'est ça, c'est souvent des textes engagés, qui ont beaucoup de sens. C'est une énergie très positive et joyeuse. J'ai toujours aimé ça, ça fait 40 ans maintenant. Un livre auquel vous avez concédé des nuits blanches ? Le dernier livre de Stephen Jenkinson. Donc, Stephen Jenkinson est un auteur canadien. La façon dont il se présente, c'est qu'il a travaillé en soins palliatifs pendant une dizaine d'années et qu'il a accompagné la mort de plus de milliers de Canadiens. Et donc, ses réflexions sur cette expérience passée sont absolument éclairantes, nourrissantes et très précieuses. Et évidemment en lien avec une expérience personnelle dont vous nous avez parlé. Quel serait votre objet fétiche, si vous en avez un ? Je n'en ai pas. Vraiment, je ne suis pas du tout fétichiste. Donc il n'y a rien sur votre bureau ou dans votre logement auquel vous êtes particulièrement attaché. Il ne faut surtout pas y toucher. Non, je suis assez peu attaché aux choses matérielles. Vous êtes davantage musée, randonnée, spectacle, gastronomie ?
Je suis musée-spectacle. J'ai une passion personnelle et partagée avec mon épouse pour la danse contemporaine. Je trouve que c'est un territoire d'expression absolument magnifique. Et donc, oui, danse contemporaine, je vous dirais. Pour la beauté du spectacle, pour la rigueur de l'exercice? Pour la magie, en fait. Ce que j'aime dans la danse contemporaine, c'est que rien n'est scripté. Il est très difficile d'anticiper chaque seconde. Donc, c'est éminemment poétique. Et cette expression corporelle, moi, me fait vivre des émotions très, très fortes. J'étais samedi dernier à Sadler Wells, qui est une salle très connue à Londres, pour les performances en danse contemporaine, aller voir les Ballet Boys, voilà, que je recommande chaudement. Et question peut-être un peu difficile, mais on conclura là-dessus. Quel est le qualificatif qui vous résume le mieux? Calme. Vous l'avez démontré, puisque vous avez répondu avec un caractère très paisible, justement, à toutes nos questions. Écoutez, merci beaucoup, Jérôme, d'avoir joué le jeu de cet échange. Merci à vous, internautes de Pourquoi Docteur, pour votre fidélité. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission Entre nous.